Je suis choc-barre. Carlos Alcaraz est un Novak Djokovic et remporte à 21 ans son deuxième Wimbledon. Il est l'élu de la nouvelle génération, celui dont la lumière jaillit. 4 grands chelems, un doublé, Roland Garros, Wimbledon, et c'est évidemment que le début pour Carlitos. On va revenir en détail sur cette finale, il y a beaucoup de choses à dire, je suis choc-barre parce que j'ai vu le niveau colossal de Super Saiyan de Carlos Alcaraz sur les 2 premiers sets. En fait, sur les 2 premiers sets et jusqu'à 5-4 pour servir, on va revenir en détail sur cette partie de la rencontre. On va également disséquer cette quinzaine, on va parler de Novak Djokovic. Évidemment, c'est une défaite cuisante qui pose des questions sur la fin de sa carrière. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est les Jeux Olympiques, l'US Open également, les derniers grands défis de Novak. On doit vraiment analyser tout ça. Avant ça, si vous aimez le contenu tennis sur YouTube, c'est très important pour moi, pour l'ascension de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les Jeux Olympiques, l'US Open, les grands moments de la saison 2024. On va se régaler, je vous le garantis. Claquez votre petit pouce, mettez votre petit commentaire également, c'est super important pour l'algorithme, pour l'ascension de la chaîne, pour continuer à vous proposer ce type de contenu. Donc on va revenir sur l'un des moments fondateurs de cette partie. Nous sommes à 5-4, Carlos Alcaraz sert pour le titre, pour remporter son deuxième Wimbledon, il mène à 40-0. Donc vraiment à ce moment-là, tu te dis c'est fini, c'est finito, et c'est ça qui est magnifique dans le tennis, c'est ça qui est sublime dans ce sport, c'est que c'est jamais fini. C'est jamais fini avec le tennis. C'est ça qui est magnifique, c'est McEnroe-Lendl, finale de Roland Garros 84, c'est Federer-Djokovic, Wimbledon 2019, les 2 balles de titre sauvées, c'est tous ces moments-là. C'est Gaudio-Correa, Roland Garros, la finale en 2004. C'est pour ça qu'on aime le tennis, c'est pour ces moments-là. Alors certes, il y a cette femme qui crie à 40-30 sur la volée haute de Carlitos, et évidemment ça le gêne dans son geste, mais il reste dans son tunnel de concentration, il reste focus, concentré. Et la manière dont il est reparti au combat, la manière dont il a reconstruit sa victoire par la suite, moi ça me fait dire que c'est un gars qui est très spécial, vraiment très spécial, parce qu'il est resté dans son jeu offensif, avec sa créativité, avec son allant. Tant de joueurs se seraient effondrés, tant de joueurs auraient capitulé, auraient perdu ce tie-break de la 3e manche, auraient laissé Novak peut-être faire un break au début de la 4e, sans évidemment que Djokovic s'impose au final, hein, mais t'aurais eu une période de flottement, t'aurais eu ce moment de doute. Non, lui, on a l'impression qu'il est construit différemment, et surtout, il apprend de ses échecs passés. Il avait beaucoup appris de sa défaite à Paris-Bercy face à Hugo Gaston, il a énormément appris de sa défaite en finale de Cincinnati face à Novak, il a mis 6 mois à s'en remettre de cette finale. Il a été traumatisé, il en a pleuré, il pouvait pas croire qu'il avait perdu ça, ça a impacté évidemment la fin de saison 2023 de Carlitos. À l'US Open en demi-finale, il est pas vraiment lui-même face à Medvedev, sa fin de saison elle est délicate, mais il se reconstruit par rapport à tout ça. Et là vraiment, je trouve qu'il a fait une performance de Super Saiyan quoi. Vraiment, c'était Sangoku quoi. Les 2 premiers sets, ils sont d'un niveau mais délirant, impossible pour Novak d'exprimer son jeu. Alors c'était en plus un Novak un peu en dedans, on va en reparler d'ici quelques instants. Mais voilà, moi j'ai été sidéré, vraiment, par la perte de Carlitos. On va débriefer justement les matchs d'Alcaraz et de Djokovic. Je vous ai préparé aussi quelques palettes tactiques pour comprendre cette démontada, parce que c'était vraiment une démontada. Le tie-break du 3e set sauve un peu la face de Djokovic, mais il était parti pour prendre 2, 2 et 4. Donc ça aurait été assez vénère. Un petit mot du sponsor de cette vidéo et on se retrouve juste après, mon très cher. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Avec un VPN, tu peux naviguer en toute sécurité sur Internet. CyberGhost VPN te protège activement du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en cryptant efficacement tes données. Mais là où CyberGhost VPN se révèle être le plus intéressant, c'est pour contourner les géorestrictions. Tu peux ainsi regarder gratuitement des événements qui sont payants en France en modifiant simplement ton pays de reconnaissance. Par exemple, tu peux regarder l'intégralité de Wimbledon sur la BBC pour 0 € et ça marche pour plein d'autres événements sportifs à l'année. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, en Corée du Sud ou au Japon. Tu peux aussi t'offrir YouTube Premium en te connectant à une IP argentine pour simplement 1,50 € par mois, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube et te donne un accès illimité à YouTube Music. Ils ont une politique en plus hyper carrée, pas de collecte ni de partage de tes données, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Quelle que soit ta plateforme, tu pourras te connecter dessus. CyberGhost VPN est disponible sur Mac, iOS, Android, Windows. L'appli compte plus de 38 millions d'utilisateurs et avec 5 étoiles
là sur Trustpilot, ce VPN a fait ses preuves. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Que demander de mieux? Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te fait croquer une offre exceptionnelle. C'est 2,03 € par mois plus 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. L'offre, elle est parfaite pour kiffer le sport cet été, alors fais-toi plaisir. Allez, on revient à la vidéo et on va commencer par le perdant de cette finale, Novak Djokovic, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, à dire, je trouve, par rapport à sa performance. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Novak qui regardent la chaîne. Vous êtes peut-être déçus, tristes. Vous n'avez pas compris ce que vous avez vu, peut-être, j'imagine. Alors on va essayer de l'expliquer. Dites-vous aussi, rassurez-vous, Novak, ces 24 grands chelems, on n'y touche pas, ils sont gravés dans le marbre. Il a le record, même si c'est pas un record qui est intouchable, hein. J'en ai déjà parlé sur la chaîne ces derniers jours. Je pense que c'est un record de notre vivant qui sera battu s'il reste à 24. Bref, on revient à Djokovic. Bon, la réalité, c'est que ça a coincé, quoi. Voilà, ça a coincé. Quand la route s'est élevée, le défi était beaucoup trop difficile 5 semaines après son opération. On rappelle hein, son parcours. Il bat Kopriva au premier tour. Il bat Fernley difficilement au deuxième tour. Il bat Popirine au troisième tour, ensuite il bat Rune, un Rune à côté de ses pompes. Il joue pas son quart de finale face à Alex de Minaur et il écrabouille Musetti en demi-finale. Le problème c'est qu'il a joué, regardez sur son parcours, il n'a pas joué ce gars qui l'aurait préparé au défi Carlitos. Il n'a pas joué par exemple un Daniel, un Sinner, un pic Runeux, par exemple un Runeux du niveau de Paris-Bercy en 2022. Il n'a pas joué ce joueur qui l'a conditionné pour cette finale, et malheureusement en fait il est arrivé sur cette finale, et au niveau du langage corporel, au niveau des solutions, bah, il n'en avait aucune quoi. Il était privé de solutions par Alcaraz sur ce match, il n'était pas véritablement prêt au combat, ça s'est vu. Alors certes, il a essayé de durcir dans la troisième manche, c'était beaucoup mieux déjà je trouve sur la moitié de la deuxième manche, on sentait qu'il rentrait dans sa finale, et dans la troisième manche, il était vraiment pas mal. Hein. Il remportait ses jeux de service facilement, sauf un où il va sauver 4 balles de break. Alors j'ai vraiment été étonné par un aspect de Novak aujourd'hui, c'est son langage corporel, c'est son attitude vraiment en dedans, quoi. Très en dedans, très intérieur. Alors que l'une des raisons de son succès et de toute sa carrière, mais aussi ce qui s'est passé à Wimbledon, c'est qu'il avait créé une énergie, il avait créé un défi, il avait créé un obstacle. Il y avait quelque chose comme ça avec son opération, il y avait vraiment toute une série de symboles, je trouvais, en amont de cette finale, qui me faisaient dire que Novak était quand même prêt pour ce combat. C'était pour moi du kiff-kiff hein, avant la finale. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été effectué sur la chaîne juste avant le match, et vous étiez d'accord, hein, vous mettiez simplement à 53% Alcaraz comme favori. Dans son body language, moi, il m'a rappelé un peu ce qui s'était passé à l'US Open en 2021, c'est-à-dire qu'il s'est fermé, quoi. Vraiment fermé, Novak. Il n'était pas ouvert au public, ouvert à son jeu. Comme si, en fait, le niveau d'Alcaraz, face à ça, à un moment donné, il s'est dit, bah, c'est bon, c'est assez, ça suffit, c'est bon. Alors il s'est battu parce que c'est Novak, c'est toujours Novak Djokovic bien sûr hein, qui tient la raquette, mais bah, je pense qu'il mentalement là, il avait pas le feu, il avait pas la flamme, la foi intérieure d'aller retourner ce match, et il a trop laissé Alcaraz s'échapper. Après, vraiment j'insiste, hein, Alcaraz il a fait un match d'un niveau absolument colossal. Donc la réalité de Novak en 2024, c'est qu'il a perdu contre Yannick Sinner en demi-finale de l'Open Australie, en finale de Wimbledon. Et donc ces deux matchs joués face à la nouvelle génération sur des fins de parcours en Grand Chelem, en demi-finale et en finale, il les a perdus. Alors ça veut pas dire que Novak est finito définitivement. Souvenez-vous par exemple de Pete Sampras qui perd en finale de l'US Open 2000, finale de l'US Open 2001 également. En 2002, tout le monde dit, toute la presse, tous les médias, tout l'environnement tennistique dit que Sampras est fini, surtout quand il perd contre George Bastel à Wimbledon, et puis il va s'envoyer l'US Open derrière. Il va arrêter juste après cette victoire, mais tu peux pas enterrer un mec comme Novak, parce que c'est un gars qui a une résilience phénoménale, c'est un champion inouï de l'histoire de ce jeu, et du sport de manière générale. Donc on peut quand même voir le verre à moitié plein sur sa performance, je trouve, c'est que c'est déjà très fort de le voir en finale en Grand Chelem à Wimbledon, certes avec un tableau ultra facile, mais juste après son opération du genou, après Roland Garros, il y a quand même une manière de positiver par rapport à son tournoi. C'est toujours un acteur majeur du circuit et du jeu. Et moi je reste convaincu, hein, je bouge pas de cette ligne, je reste convaincu qu'il a encore un grand tournoi dans la besace, que ce soit les Jeux Olympiques. Alors peut-être
je dis bien peut-être, qui s'est un peu cramé à Wimbledon. Ça peut être pareil, hein, ce qui s'était passé en 2021. Il va jouer les jeux à Tokyo, il se crame complètement. Du coup, il n'a pas l'influx en finale de l'US Open pour retourner un Daniil qui est fantastique à ce moment-là. Est-ce que c'est pas la rebelote? Est-ce que c'est pas l'excès de générosité de Djokovic, son appétit qu'il risque de payer? Alors la réalité aussi, c'est qu'il jouera pas toujours Alcaraz en mode Super Saiyan en finale de Grand Chelem, il jouera pas toujours non plus Sinner, il y aura pas forcément un moment où il va jouer, je sais pas, Zverev en demi-finale et Medvedev en finale, ou Tsitsipas en demi, Zverev en finale, vous voyez des choses comme ça, parce que Sinner et Alcaraz, c'est pas des joueurs non plus au niveau physique qui proposent de magnifiques garanties. Alors j'ai écouté le discours de Djokovic avant d'enregistrer cette vidéo et il a dit, hein, je suis quand même satisfait, je suis content, je suis heureux avec sa famille, de pouvoir partager ces moments-là, partager sa passion, avoir des enfants qui sont capables de comprendre qui est leur papa. Et puis pour terminer sur Novak, j'ai repensé pendant ce match, surtout vers la moitié du troisième set, j'étais en train de me dire mais ça pourrait être un genre de Connors-Rosewall Wimbledon 74 où Rosewall avait marqué simplement 6 jeux face à un joueur beaucoup plus jeune que lui. Rosewall à l'époque il a 41 ou 42 ans en 74, donc il y a un peu de ça aussi, hein, forcément, il n'est pas éternel Novak, il est tombé sur un jeune joueur beaucoup plus jeune, beaucoup plus explosif. Et justement, c'est l'heure de revenir sur la performance d'Alcaraz sur son tournoi et le niveau, le niveau qu'il a sorti jusqu'à 5-4 dans le troisième set. C'était quoi ça? Est-ce qu'on a déjà vu sur les 5-6 dernières années un joueur évoluer à ce niveau en finale de Grand Chelem sur un moment aussi important? Alors certes, il avait déjà 3 Grands Chelems avant ça, hein, mais le niveau qu'il a proposé pendant ne serait-ce que les 2 premiers sets contre Novak Djokovic sur le center court de Wimbledon. Désolé, hein. La dernière fois que j'ai vu un truc pareil, c'est le prime du Big Three. Voilà. Je sais que c'est chiant, c'est agaçant de toujours comparer, machin, la nouvelle génération avec cette génération-là. À un moment donné aussi, c'est notre base de réflexion, et ce qu'a proposé Carlitos aujourd'hui, désolé, mais c'était Carlos Alcaraz ou c'était Sengoku? Comment ça se passe en fait? C'est quoi l'idée? C'était Sangwan contre Cell? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu en fait? C'était quoi cette finale? Intouchable vraiment, injouable à ce niveau. Alors il le sait, quand il est à 100%, et là il est à 100% aujourd'hui, il est aux commandes du match quoi. Le match est dicté par sa raquette, est dicté par sa lumière, est dicté par sa créativité, est dicté par son instinct, est dicté un peu par son box aussi. On est obligé de mentionner ça, je veux pas faire le gars tatillon et toujours de trouver des choses à redire, mais il est quand même un peu aidé par Juan Carlos Ferrero, qui le calme, qui le guide. C'est quand même un duo quoi. C'est un duo, il a énormément bénéficié de ça, Alcaraz, de cette nouvelle loi qui autorise le on-court coaching, et puis aussi l'uniformisation des surfaces qui certes a largement bénéficié à Novak Djokovic, mais bénéficie aussi à des joueurs comme Carlitos qui arrivent à s'adapter un petit peu, voilà, à la marge, leur jeu par rapport à la terre, par rapport au gazon, et puis qui arrivent à performer d'une manière fantastique. Ça n'enlève quasiment rien à la performance, mais on est obligé quand même de le mentionner. Donc si on résume, Carlos Alcaraz, 4 finales en Grand Chelem, 4 titres, 2 contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon, donc là en fait tu poses des bases pour une carrière, franchement. Alors au micro de Sans Filet, lors du mag, après Roland Garros, je disais que je pensais que Alcaraz remporterait des grands chelems, voilà, au niveau de 2 chiffres, peut-être 10, peut-être entre Sampras et Federer, entre 14 et 20. Franchement là, s'il reste en bonne santé, s'il remporte en moyenne un grand chelem, voire 2 par saison pendant 10 ans, 12 ans, donc il y a un énorme si bien sûr, parce qu'il faut avoir la longévité, il faut garder la motivation, ça va vraiment se passer dans sa tête, hein. Ça va se passer dans la cabessa. Comment est-ce qu'il arrive à se remotiver, à repartir encore et encore à l'assaut? Il aura besoin de concurrence également, il aura besoin de Sinner, il aura besoin de Rune, il aura besoin de Medvedev, il aura besoin de tous ces joueurs-là, la nouvelle génération aussi peut-être, pour rester bien sur ses rails. Mais c'est un gars qui a le potentiel pour aller très très haut. Alors j'ai pas envie de dire une dinguerie, mais je suis pas loin de le penser. Il faut prendre un peu de recul aussi par rapport à ce qu'on a vu. Carlitos il joue pas toujours de cette façon. Il y a des problèmes physiques aussi dans son évolution, dans sa carrière. Mais il est capable quand même d'atteindre un niveau max qui est juste
intouchable. Au niveau des stats, c'est le plus jeune joueur de l'Air Open à réaliser le doublé Roland-Garros-Wimbledon. Et là, évidemment, je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Rien à voir avec ce qu'a fait Borg, 3 fois consécutivement. Pas du tout la même ère, pas du tout la même surface, pas du tout la même compétition. Ce qu'a fait Borg, les 3 doublés, c'est intouchable. C'est l'un des plus gros trucs qui a été réalisé en tennis dans l'Air Open. C'est juste monumental d'avoir fait ça avec la différence énorme entre la terre battue et le gazon à cette époque-là. Quand on regarde aussi sa saison, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment devenu déjà un joueur de grand moment. Parce qu'il a 3 titres, entre guillemets, simplement cette saison, Carlitos, et c'est 2 grands chelems, un Masters 1000. C'est-à-dire que les 250, les 500 déjà, plus vraiment intéressant, plus des tournois de prépa. Alors attention, c'est un constat qu'on doit corréler à la saison 2024. C'est une saison qui est très particulière, c'est une saison où tout était rassemblé entre Roland-Garros et l'US Open, avec les Jeux Olympiques en plein milieu entre Wimbledon et l'US Open. Donc forcément, les premiers mois de la saison, il s'est pas non plus méga arraché, même s'il s'est pas mal blessé, hein. Il s'est blessé à la cheville, il s'est blessé à l'avant-bras droit. Reste que ce joueur, c'est un joueur très spécial. Vraiment, vraiment très très spécial. Alors j'ai vu sauveur du tennis. Il y a un peu de ça quand même. C'est vrai que c'est exagéré, c'est résumer la chose trop brutalement, mais c'est un joueur solaire, ultra spectaculaire. Frisson, c'est vraiment un joueur frisson. C'est un joueur qui crée, c'est un joueur qui hypnotise les foules, les gens derrière leur écran. Alors, je vois déjà, je suis pas bête, hein, je vois déjà qu'il y a des gens, certains fans de tennis qui sont énervés, qui remettent en cause son explosion physique, son coaching, d'autres choses. Peut-être aussi que certains sont peut-être un peu terrorisés de voir ce gars-là à 21 ans, a déjà 4 grands chelems, battre les records de leur chouchou. Je veux bien comprendre ça, il n'y a pas de souci. De mon côté, moi je suis plus dans une réflexion horizontale, j'essaie de voir les choses d'une manière globale. J'ai pas de sentiment par rapport à un joueur en particulier, j'en ai rien à carrer, ça vous le savez. Et donc je vois les choses d'une manière périphérique, et ce que je vois c'est que ce joueur, il est juste fantastique. Il est juste fantastique. Mais il va falloir se mettre au niveau, quoi, pour les autres. Alors Sinner l'a déjà prouvé, sauf que là il était malade à Wimbledon, et le reste du temps, quand même, les matchs longs, il les perd, au-delà de 4 heures. Il y a Daniil, mais il faut que ça pousse aussi par-dessous, quoi, les Fonseca, les joueurs qui ont 18, 19, 20 ans. Voilà, il va falloir ça, parce que sinon, si on voit ce Carlitos qu'on a vu aujourd'hui se démultiplier comme ça sur les prochains grands chelems, bon courage, quoi. On analyse la finale très rapidement. Alors, en fait, la finale, dès le premier jeu, on a compris un peu les ressorts, les tenants et les aboutissants. Ça a été un premier jeu qui a été épique. 13 minutes de combat. Et Novak, alors on l'a vu sur la data, enfin je l'ai vu sur la data avant la finale, Novak il avait tendance à servir sur le revers en première balle, et beaucoup sur le coup droit en deuxième balle, et il a surabusé de ce schéma, donc je pense bien sûr que le clan Alcaraz a vu ça, a compris ça, et donc Alcaraz l'a très facilement retourné, que ce soit avec des obus en long ligne, mais il a souvent retourné bloqué en fait, hein. Il a réussi à faire travailler Djokovic sur son +1. Novak par conséquent qui s'est retrouvé assez vite perdu, je trouve, dans ses schémas. Alors il a essayé de beaucoup écourter, il est monté au filet avec un pourcentage de réussite catastrophique, et sinon le reste du temps, Alcaraz le pilonnait, quoi, le baladait, jouait dans l'espace ouvert. Alors là ici il va le punir sur une montée assez hasardeuse. De son côté, Alcaraz qui a servi à un niveau mais hallucinant, j'allais dire abrutissant, mais vraiment il a servi incroyablement bien, je trouve, sur cette finale. Des services externes ici par exemple, des services au thé pour se sauver, des services au corps également, donc une belle variété. Il a été fantastique. Djokovic qui n'a breaké qu'une seule fois dans la partie, et encore c'était le tout dernier jeu du match. Alors je vais le dire d'une manière peut-être un peu violente, bouchez-vous les oreilles pour les fans de Novak, mais Alcaraz il a fait bosser le vieux, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a pilonné au niveau des amortis, il a vu que Novak était pas forcément bien ancré sur ses appuis, il savait pas trop où se positionner, est-ce qu'il allait prendre une banane ou est-ce qu'il allait prendre une amortie. Donc il a dû beaucoup travailler, il y a eu beaucoup de courses latérales et vers l'avant. L'autre réalité, c'est que les changements de rythme d'Alcaraz étaient impossibles à juguler de la part de Djokovic. Là par exemple, on a une accélération mais d'une brutalité sans nom. Et là le Novak de 37 ans, avec son dynamisme du moment, c'était impossible, quoi. Donc on a vu un Alcaraz
ridicule sur le début de la partie, sur les 2 premières manches, avec des retours bloqués, ensuite des accélérations, des saucisses nucléaires dans l'espace ouvert, et là forcément Novak il est en perdition pour aller récupérer ça. Là sur ce point je suis devant mon écran, je suis déjà en train de préparer un peu les palettes et tout ça, ce que je vais dire dans cette vidéo, et petite volée basse, et là mais j'ai fracassé ma table basse. Novak qui va essayer de s'accrocher nonobstant dans le cœur de la 2e manche, mais qui va finir par craquer sous la pression exercée par Alcaraz. Généralement c'est lui qui fait craquer les autres. Là une 2e balle, on voit bien qu'il craque un peu mentalement, là c'est une double, et il est juste surclassé quoi, donc du coup ce qu'il fait c'est qu'il va surjouer, donc il a beaucoup surjoué je trouve quand il était au filet, là plutôt que de claquer droit devant, il va tenter le coup un peu difficile pour peut-être se mettre en confiance, il va se faire contrer par Carlitos, et l'une des raisons pour lesquelles Novak surjoue, c'est parce que Alcaraz renvoie tout, surgit de partout, fait des passings juste hallucinants, et on revient à ce que disait Medvedev après sa défaite en demi-finale, il disait Alcaraz il va toucher des balles que personne d'autre ne touche sur le circuit. Nolé qui va se retrouver en mode survie dans ce jeu, le 3e de la 3e manche, avec 4 balles de break pour Carlos Alcaraz et des magnifiques services très réguliers au T, ça l'a beaucoup aidé quand il était côté avantage. Mais à cet instant, le match il est vraiment en train de se rééquilibrer. Novak qui vend chèrement sa peau, il y a même une balle de break ici, quelques minutes plus tard, c'est aussi un jeu pivot, il y a eu 2 jeux pivots, le premier et celui-là, donc le 6e de la 3e manche, et Alcaraz là, balle de break, énorme service au T, tout pareil. À 4 partout, Carlitos qui va surgir des enfers, un jeu mais c'est n'importe quoi le jeu qu'il a sorti. La qualité de jeu, la qualité de frappe, les intentions, la créa, tout était remarquable. On se retrouve donc à ce moment qu'on a beaucoup développé déjà dans la vidéo, il sert pour le titre, il est à 40-0, il va se retrouver donc avec une double faute, un super retour de Novak, et là, volée haute et un énorme cri dans le public. Forcément, ça l'a un peu déstabilisé, je pense, et il va forcer ce coup droit. Alors ça aurait pu être un moment pivot, peut-être même de l'histoire du tennis. Mais non, Djokovic était trop loin du compte. Alcaraz qui va repartir au combat, qui va repartir à l'assaut avec ses coups de génie. Alors là, on a une demi-volée, mais de l'espace fantastique. Ses intentions, quoi, il va vraiment toujours repartir encore et encore au combat. Ça rappelle le dernier jeu de la finale l'année dernière. Novak qui va donc pousser Alcaraz au tie-break de la 3e manche, qui va vraiment se débattre. Et pour moi, ça c'est le point symbole. C'est une grosse défense, énorme glissade de Novak qui va repousser la balle juste ici. Donc là, c'est difficile. T'as une demi-volée qui est pas simple à ce moment-là de la partie, sur ton service en plus à 3 partout dans le tie-break. Et qu'est-ce qu'il va faire? Une petite demi-volée stop. Délicieux ça. C'est l'heure du mot de la fin, c'est un classique sur les grands chelems. Alors j'ai rien préparé cette fois-ci sur ce que j'allais dire. C'était un tournoi bizarre, j'ai trouvé, c'est vraiment un tournoi, moi perso j'ai eu du mal à rentrer dedans, je l'ai vu aussi de votre côté, j'ai lu dans les commentaires, on a un peu interagi avec autour de ça. Évidemment, il y avait la situation politique en France, il y a l'Euro, il y a le Tour de France, il y a beaucoup de choses en frontal. Et parfois, il y a la période aussi, on est début juillet, bien sûr. Et parfois, voilà, même si je tiens une chaîne tennis, même si c'est une passion énorme pour moi, parfois il y a des choses qui dépassent ça, quoi. Il y a des choses qui sont plus importantes que le tennis. Ça reste quand même un loisir. C'est pas non plus voilà, toute notre vie, quoi. On a d'autres choses à part ça. Et voilà, la période, je pense, début juillet, et tout ce qui s'est passé là, il y avait une espèce de maelstrom d'infos, d'actu. Ça nous a fait réaliser ça. Je l'ai ressenti aussi de votre côté, vous étiez un peu partagé par rapport à ce tournoi. Repartir aussi juste après Roland Garros, c'était pas forcément évident. Donc Wimbledon, un peu comme l'année dernière, mais je trouve que l'année dernière c'était un tournoi encore pire que cette année. Tournoi médiocre, quoi. Cette année, je mettrais, je sais pas, 4 ou 5 sur 10, quoi. J'ai vraiment pas trouvé ça fou. Je pense qu'on va vite l'oublier, ce tournoi. À la fois parce que la partie basse, c'est Novak qui s'est baladé. La partie haute, il y a eu des matchs quand même décevants dans leur globalité. Évidemment, on peut toujours ressortir le parcours des Français. 2, 3, 4 matchs ici ou là, ça reste un grand chelem, mais c'était une cuvée un peu moyenne. Je veux bien votre avis sur le tournoi. Je veux bien qu'on continue à discuter dans les commentaires sur la finale, bien sûr, entre Carlitos et Novak. On va se retrouver très très vite, il ne va pas forcément avoir de pause sur ce mois de juillet. Je vais prendre quelques jours off et on va se retrouver pour les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, le retour de Nadal, même la semaine prochaine, il y aura du duo, du double avec Nadal et Casper Ruud. Donc toute cette prépa, Carlitos, Novak, la revanche de Novak, les terriens, etc. Donc on aura les JO, on aura les TUS, avec en ligne de mire l'US Open, donc on va vraiment se régaler sur les prochaines semaines. Je prends un petit peu de time off, comme disent les British. On se retrouve demain à 11h pour le mag sans filet. Portez-vous bien, prenez soin de vous.
et manger des fraises. Et un dernier mot du sponsor. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description, mon très cher Goat, pour profiter de l'offre exceptionnelle de CyberGhost VPN. Ok, l'application te protège activement quand tu es sur internet, mais surtout ça te permet de débloquer tout le contenu géobloqué, et ça pour regarder du tennis, c'est méga pratique. Je l'ai essayé moi-même, tu as l'offre dans la description, 2,03 € par mois simplement, c'est un petit poulet, alors fais-toi plaisir.